Voilà, ces assises 2024 peuvent démarrer. On accueille tout de suite notre première invitée. On est ravis qu'elle nous rejoigne cette année encore. C'est Laurence Vanin, philosophe. Merci d'être avec nous. Vous allez nous parler, chère Laurence, d'un enjeu majeur de la transition énergétique. C'est la question de l'acceptabilité. L'acceptabilité qui est au cœur des transformations et des territoires. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les élus, cher public. Écoutez, je suis ravie, Jean-Noël, de cette invitation à nouveau, j'ai envie de dire, la troisième fois que je suis parmi vous. Et c'est vraiment, pour moi, important d'être là, parce que les philosophes ont besoin de s'exprimer au milieu des assemblées des politiques pour la transdisciplinarité et pour pouvoir proposer un pas de côté sur les analyses traditionnelles. Et surtout parce que je crois qu'on a des choses aussi à dire et il faut que la construction des futurs désirables se fasse collectivement et qu'on puisse être là aux côtés des élus aussi pour leur souffler quelques idées. Alors, je vais vous parler de l'acceptabilité au cœur des transformations et des territoires, parce qu'il me semble quand même qu'aujourd'hui, on a besoin d'une forme de réenchantement des relations, et surtout des réenchantements de ces futurs possibles à partir des imaginaires que l'on doit construire ensemble. Donc, mon propos va s'orienter sur 3 points qui me semblent essentiels. D'abord, changer et pourquoi. On est sur des assises de l'énergie, on réfléchit à d'autres modèles, mais pourquoi ? Quelles sont les raisons qui alimentent tout cela ? Ensuite, quels sont les enjeux et qu'est-ce qui importe pour nous dans ces changements de paradigme et comment les envisager ? Parce que ça veut dire qu'il y a un effort collectif peut-être à produire ou un effort peut-être de compréhension, parce qu'il faut qu'on pense aussi à ces relais entre générations. Et enfin, quelles sont les ressources de l'acceptabilité et les ressources humaines que ça sous-entend pour pouvoir évoluer tous ensemble ? Alors pour commencer, on peut avancer peut-être, changer pourquoi. Pour commencer, on va délimiter, slide suivante, on va délimiter un premier point. Alors sans vouloir partir dans le catastrophisme, vous l'avez bien compris, nous sommes aujourd'hui à un carrefour, on va dire, dans nos réflexions, entre une anticipation sur des avenirs et en même temps la façon dont nous allons amorcer une sorte de virage. Vous avez été sensible à la présence de la création des IA. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, tout comme en son temps l'imprimerie a transformé les relations entre les hommes, eh bien aujourd'hui on peut dire que l'intelligence artificielle transforme un peu tout. Et cette intelligence artificielle, crée aussi ces pollutions. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre comment il y a un mécanisme qui peut s'établir entre les données de l'IA qui nous informent sur ce catastrophisme, entre guillemets, de notre situation, et en même temps le sens des responsabilités qui en découlent. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui on va parler à partir d'une forme de pari un peu pascalien, d'un côté en se demandant si oui, ce catastrophisme annoncé va arriver. Il y a des climato-sceptiques, il y a des gens qui remettent en question les rapports du GIEC et qui disent non, c'est un peu gros. D'autres, au contraire, sont très inquiets. Vous voyez comment on parie sur l'avenir et qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans ces futurs que nous allons essayer de rendre désirables. Et ensuite, comment répondre aux nouveaux besoins. Les populations qui sont amenées à changer d'endroit, notamment quand vous avez des lieux qui sont plus ou moins menacés par la montée des eaux. On a vu les phénomènes de météo dernièrement avec des inondations catastrophiques. On a aussi tous ces risques liés aux technologies. Donc comment envisager ce mouvement des populations, le logement, les nouvelles mobilités et puis l'optimisation, bien entendu, des énergies. Je crois que c'est un des grands enjeux de notre avenir. Slide suivante. Donc il faut commencer à réfléchir à ces réenchantements, parce que vous voyez bien que la représentation ici de cette image avec les changements climatiques nous pose face à des problèmes, bien entendu, non seulement de changement des températures avec les dégagements des CO2 et les risques qui y sont inhérents, et en même temps, ça va changer la façon dont les espèces vont habiter les régions. Nous, par exemple, en Provence, nous avons de plus en plus d'insectes qu'on ne trouvait pas hier, et même les arbres en eux-mêmes sont en train de se changer par rapport à tout cela. Donc comment on réfléchit à ces changements climatiques et comment réenchanter quelque part les relations de confiance qui peuvent s'établir. Alors s'établir entre 3 axes. Vous voyez, j'ai parlé de la science parce que depuis quelque temps, on remet en cause les scientifiques. Souvent, on se dit ils exagèrent.
Sauf que les scientifiques détiennent un certain savoir, on les appelle aujourd'hui les experts, et souvent, bien entendu, les politiques les consultent. Ensuite, les politiques. Comment réenchanter le monde du politique quand on voit qu'on est dans une crise non seulement de l'autorité, mais aussi une crise de la représentativité? On se dit que peut-être le plan commun, le projet collectif, peut-être des directives claires sont peut-être attendues par des citoyens qui veulent bien faire. Hein, ils aimeraient être acteurs de leur vie et de leur vie de citoyens engagés, mais parfois ils sont un peu perdus dans tout ce qui se passe et ne savent pas véritablement ce qu'ils doivent faire. Donc il faut véritablement, pour renforcer les atouts de l'acceptabilité, en finir avec les crises de confiance, renouer avec la nature, parce que nous avions parlé les années précédentes de la Smart City et de toute cette façon dont on repensait les systèmes urbains à partir d'un ensemble d'objets connectés et une complexité liée à ces usages, et en même temps, comment recréer de l'intelligence collective à défaut de l'intelligence artificielle, et comment placer les humains dans la perspective d'un devenir plus heureux. J'ai envie d'avoir un petit temps bref pour dire qu'il faut aussi changer peut-être le discours. Le « c'était mieux avant », peut-être que c'est un peu une phrase qu'il faut dépoussiérer. L'intergénération est un problème. Depuis quelque temps, ma posture d'enseignante et en même temps ma posture au cœur de la gendarmerie, au centre de recherche de la gendarmerie nationale, me permettent de me retrouver en relation en permanence avec différents publics, et j'entends des jeunes gens faire le procès des anciens en disant « mais comment c'est possible qu'aujourd'hui nous ayons ces problématiques? Qu'est-ce que vous avez fait ?» Et je crois que le futur, pour le rendre plus désirable, il va falloir nous réconcilier et expliquer aussi aux jeunes gens que l'intelligence artificielle et tout le bon de l'Internet des objets, bien sûr, ça existe depuis 70 ans, depuis Turing qui pensait l'ordinateur, etc. Mais la vraie métamorphose, cette révolution, on va dire, des IA, existe depuis une vingtaine d'années. Et donc, en quelque sorte, on ne pouvait pas forcément mesurer les impacts qu'auraient nos façons de vivre dans les années 70-80, ou en tout cas, on a peut-être eu une méconnaissance, c'est pour ça que je parlais de la science tout à l'heure, de ces bons technologiques, et peut-être aussi qu'à ce moment-là, il y a eu une absence de vision. Et travailler avec les jeunes générations pour recréer ce lien intergénérationnel, je pense que c'est aussi une des bonnes pistes. Poursuivons. Alors pour penser, le slide suivante s'il vous plaît, pour penser tout cela, il faut toujours revenir à ce Donuts de Kent Raworth qui nous rappelle à du bon sens. Pour pouvoir vivre, vous voyez, nous avons besoin de ce qui est au centre même de ce cercle, eau, nourriture, santé, énergie, réseau. Vous voyez, tout ça, c'est ce que les humains ont besoin pour être bien et être épanouis. Mais en même temps, vous voyez qu'il y a un deuxième cercle extérieur qui fait que si on déborde, ou en tout cas si on empiète un peu trop sur les choses, eh bien on va avoir une diminution de la couche d'ozone, des changements climatiques, de l'acidification des océans, des pollutions, etc. Ce qui veut dire que quelque part, nous sommes dans une sorte de boussole spatio-temporelle qui nous place entre deux tendances. D'un côté, nos besoins vitaux pour être bien, et de l'autre côté, nos excès, notre démesure qui nous mettent en danger, puisque la Terre vit à crédit, nous vivons à crédit sur ses ressources, et il faut à un moment donné, comme dirait Descartes, revenir au bon sens. Il dit d'ailleurs que le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Oui, sauf que depuis quelque temps, on a l'impression d'une forme quand même de démesure. Pour tout cela, il faut créer bien sûr de la coopération. Il faut que les pensées sur tous ces systèmes des ressources puissent être réfléchies à partir d'une forme de circularité. Du régénératif, bien sûr, mais pas seulement. Et puis, penser à l'adaptabilité permanente, c'est bien, mais s'adapter, c'est pas forcément être toujours en concurrence. C'est pas non plus vouloir développer à tout prix. Ça veut dire aussi que parfois, la performance n'est pas l'idéal. On peut développer des choses de manière beaucoup plus altruiste et éthique, et donc vivre mieux. Quand on parle de robustesse aussi, il faut penser à ce monde qui est en mouvement permanent et avec des interactions entre des capacités d'adaptabilité et ce que l'on appellerait aussi la résilience, c'est-à-dire nos capacités de rebondir en cas de difficulté. Et puis, la transition énergétique, on l'a bien compris, c'est le temps des choix. Et le temps des choix n'est pas un temps des choix minimaliste, c'est un temps des choix sur des futurs. C'est-à-dire qu'il faut voir au-delà des 2, 3, 4 années à venir, puisque, on l'a bien dit, les projets aujourd'hui sont à 2050.
Nous ne sommes qu'en 2024. Nous allons arriver en 2025. Je rappelle quand même, parce que ça m'est venu dernièrement, cela fait 25 ans que nous sommes entrés dans le 21e siècle. Et nos générations ont tendance à l'oublier, parce que nous sommes du siècle dernier. Enfin, moi, peut-être pas vous, vous êtes tout jeune. Donc, l'intérêt, slide suivante, c'est de penser cette typologie des territoires avec un topologos. Le topologos, pour moi, c'est le discours rationnel, le logos, et le topos, c'est le lieu. Il faut avoir un discours rationnel à partir des lieux. Les territoires sont absolument importants dans ces questions-là, parce que l'on ne pense pas forcément de la même façon lorsqu'on vit près de la mer ou quand on est dans un milieu montagneux. On ne pense peut-être pas de la même façon quand on a un fleuve qui vous permet peut-être d'avoir une agriculture parce que vous avez des alluvions qui nourrissent mieux votre terre. Ce n'est pas la même chose quand on a accès, en quelque sorte, à une agriculture de proximité, etc., etc. Et donc, chaque territoire, en France, nous avons là une richesse de territoire, a la possibilité de déployer à partir de ce qu'elle est, tout un ensemble de choses qui peuvent être absolument constructives. Donc là, je ne vais pas vous décrire tout ce que j'ai écrit là, mais vous comprenez qu'il y a une volonté de mettre en avant ces différences et non pas ces disparités, comme on aurait tendance à le dire, pour parfois aussi créer la tension. Slide suivante. L'idée qui importe maintenant, c'est la question de la santé. Il faut reprendre le bon sens de la terre parce que finalement, la santé des milieux naturels, que ce soit la santé de l'eau, des biomasses, la santé des sols, etc., eh bien, c'est une bonne santé aussi pour nous, les vivants. Quand je dis les vivants, j'englobe tous les vivants, pas seulement les humains, parce qu'à un moment donné, il faut nourrir non seulement les autres vivants, mais indirectement aussi notre santé sociale. Si nous vivons bien dans un écosystème sain, eh bien, nous nous sentons bien également. Ce qui fait qu'il faut revenir à l'essentiel et recréer les imaginaires collectifs avec au centre de tout ça la bonne santé des rêveurs. Aujourd'hui, il faut aussi pouvoir imaginer des futurs, il faut pouvoir envisager le devenir, il faut réfléchir à cette terre qu'on appauvrit petit à petit et qu'il va falloir respecter davantage, parce que c'est un sujet de santé, presque de santé publique. Et comme on parle aussi de santé mentale pour le sujet de 2025, il me semble important de vivre dans un espace sain pour être dans un corps sain. On poursuit, slide suivante. Donc, deuxièmement, on va parler maintenant des enjeux et des changements de modèle. Alors, slide d'après. Il faut réapprendre, à mon sens, à habiter le monde. Nous vivons toujours sollicités, nous bougeons beaucoup, nous sommes toujours dans le transitoire du maintenant, du ici, mais en même temps toujours un peu connectés, toujours rivés un peu à nos téléphones, etc. Ce qui fait que notre attention, notre conscience en ce moment, elle est morcelée. Je ne suis pas totalement avec vous si je suis sur mon téléphone, je ne suis pas totalement avec quelqu'un si je déjeune avec lui, si j'envoie un SMS par ailleurs. C'est-à-dire que mon attention, qui normalement devrait être complète à un moment précis, elle se retrouve complètement fragmentée et c'est ce qui va amener certainement quelques souffrances. Habiter le monde, c'est aussi comprendre qu'il y a la planète d'un côté, les autres, les humains, mais pas seulement, les vivants. Et que moi, j'habite ce monde parce que ce logement, c'est la terre. C'est pas simplement ma maison. Et qu'en renouant avec une sorte de philosophie du care, c'est-à-dire du prendre soin, eh bien, nous pourrons certainement vivre mieux. Donc, innovation responsable et raisonnée, bien évidemment. Attractivité des territoires, parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter toute évolution des technologies ou même de revenir, entre guillemets, à un c'était mieux avant, que j'ai déjà banni, mais plutôt d'envisager nos futurs, et nos futurs avec une forme de résilience collective qui nous permette de vivre mieux. Alors, il faut repenser quelque chose d'important, c'est la question du temps. Le temps de la Terre, un temps géologique, n'est pas le temps des hommes. C'est-à-dire qu'il faut plus de temps à la Terre pour se régénérer. Le temps des hommes n'est pas le temps non plus de la nature. La nature est cyclique en soi. Il y a des retours du même. En même temps, il y a le temps du politique qui est le temps du mandat, qui n'est pas forcément en corrélation avec le temps des hommes, ni même avec le temps de la nature. Et puis, il y a le temps de l'économie, le temps des subventions qui tombent à tel moment ou à tel autre, qui, à un moment donné, viennent peut-être ternir la possibilité de planifier. Et ça, c'est une réflexion qui peut être essentielle pour repenser dans un continuum. Je suis un homme ou une femme politique engagée, je sais qu'à un moment donné, je laisserai la place, mais je laisse une place
en proposant une suite ou la possibilité de la suite à celui ou à celle qui me remplacera. Donc il faut repenser les stratégies face aux nouveaux risques, bien évidemment, parce que chaque technologie amène des risques nouveaux avec les usages qui y sont associés. Rendre des futurs possibles et désirables, ça c'est notre devoir d'humanité, comme dirait Emmanuel Kant, agis de telle sorte que tu traites l'humanité comme toi-même. Et en même temps, comme je le disais, renouer avec la jeunesse qui aujourd'hui est un peu désespérée. Donc il faut peut-être aussi leur montrer qu'il y a un avenir commun possible. Slide suivante, voilà, il faut qu'il y ait un projet collectif dynamique avec la possibilité de penser non seulement des organisations en vue d'une résilience des territoires, faire le bilan de nos vulnérabilités. Nos fragilités sont essentielles, c'est d'ailleurs ce qui fait que nous sommes des êtres charmants quelque part. Former les agents à des valeurs particulières du développement durable, l'énergie positive, les stratégies, parce que ça s'apprend. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans la méconnaissance des objets connectés. Ils ont tout ça à la maison parce que c'est utile, mais l'objet, le contenu de l'objet, notamment quand on dit tout est dans mon téléphone, non, tout est délocalisé dans des serveurs ailleurs, des clouds, ça ne m'appartient déjà plus. Tout ça, en fin de compte, ce sont des évidences auxquelles on ne pense pas forcément toujours. Il faut scénariser les crises. Pas parce qu'il faut que ce soit anxiogène, mais parce qu'on va prévoir à ce moment-là les ressorts d'une réaction. Agir, bien entendu, pour favoriser la coopération, mutualiser, coopérer, mener des politiques de territoire avec des territoires innovants, justes et sûrs, pour reprendre la théorie du donut. Et puis mobiliser. Il faut croire dans ces citoyens relais qui peuvent être non seulement peut-être parfois des réservistes, qui peuvent être là et semer autour d'eux des bonnes pratiques ou des bonnes méthodes. Ça peut être nos élus qui, en région, sur les territoires, œuvrent pour leurs citoyens. Ça peut être aussi le milieu associatif, les bonnes consciences, j'appelle ça les sentinelles, moi. La bonne conscience de celui qui a une opinion, qui est sage, qui est raisonné, parce qu'il a le bon sens de la terre. Il faut qu'on les écoute aussi. Nos anciens ont des choses à nous dire. Et puis, bien évidemment, il faut éviter de penser que la technologie nous sauvera toujours, qu'on n'a pas besoin de connaître les choses pour pouvoir s'en servir, parce qu'il faut à un moment donné aller plus loin que ça et dépasser nos ignorances. Étape suivante, s'il vous plaît. Troisième point, acceptabilité et dilemme éthique. Slide suivante. L'acceptabilité, pour moi, philosophe, se détermine selon 2 points. Une acceptabilité objective qui répond aux indicateurs, aux normes. On va vous dire que tel drone vole selon telle norme, non seulement de vol, mais qu'il a été construit de telle manière que les matériaux utilisés ou les batteries, etc., sont recyclables. On vous donne des normes, l'aspect normatif qui vient d'en haut. Ce sont des choses qu'il faut, bien entendu, respecter parce que ça renvoie à la loi. Mais d'un autre côté, il y a notre dilemme de l'acceptabilité, qui est l'acceptabilité subjective, qui n'est qu'une question de perception, de représentation, et je peux avoir un objet qui est complètement à la norme, mais que subjectivement, je n'ai pas envie d'utiliser. Et c'est là qu'il faut, entre guillemets, comprendre la distinction qu'il y a entre l'objectif et le subjectif. En gros, aujourd'hui, les politiques ont besoin d'asseoir leur projet sur l'acceptabilité pour que les citoyens soient satisfaits. Mais l'acceptabilité dont ils nous parlent régulièrement, c'est une acceptabilité qui répond aux normes. Là où le peuple, entre guillemets, réclame une compréhension de sa subjectivité dans la perception des objets et des lignes qu'on met en place pour lui. C'est de l'interaction entre les deux qu'on va pouvoir comprendre qu'il y a un niveau macroéconomique, comment on crée un processus de constitution des compromis, comment moi, citoyen, qui ai l'habitude de vivre selon certains principes et préceptes, je change un peu ma façon d'être pour pouvoir m'adapter à quelque chose qui concerne le collectif et une structuration économique bien souvent. Il y a un niveau mésopolitique, le fait qu'il y ait un processus de délibération et de formation, parce qu'à un moment donné, il y a une aide à la décision, et en tout cas, la décision, elle peut être consensuelle. Et enfin, un niveau microsocial, c'est-à-dire comment chacun interprète le monde des objets, la complexité, et comment il intègre dans ses imaginaires la capacité d'être en interaction avec ces objets et les activités au quotidien. Ce qui veut dire que, vous voyez, ce mouvement que j'ai mis descendant, parce que la norme vient d'en haut, au final, doit remonter aussi pour que le cas éthique qui me met en présence d'un objet que j'adopte, parce que le cas de conscience est dépassé, j'ai répondu à la question, ça me permet d'aller plus loin. Slide d'après. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'un cas éthique ? Pour moi, l'éthique, c'est l'espace dans lequel la loi ne m'interdit pas de faire quelque chose, mais je ne vais pas le faire par respect pour la nature ou par respect pour autrui.
En gros, rien ne m'interdit de le faire. Je ne serai pas condamnée, je ne suis pas dans l'illicite si je le fais. Par contre, je sais que ce n'est pas bien de le faire si je respecte les autres. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'acceptabilité passe par un parcours éthique. Il faut accompagner les changements. Bien sûr, ça veut dire qu'il nous faut des langages communs. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un code éthique, c'est-à-dire qu'à des moments, un peu comme au Milborn, on s'arrête dans un coin pour réfléchir la solution qu'on a envisagée, pour voir si c'est la bonne, c'est-à-dire qu'on interroge nos cas de conscience. On suspend. Et à chaque fois qu'il y a un défi à relever, on place nos ingénieurs. Nous avons des ingénieurs brillants. Seulement, à un moment donné, si on dit qu'il faut créer pour créer, on oublie l'idéal, c'est-à-dire que l'objet à la fin, in fine, doit servir au citoyen. Et ce citoyen, en bon usager, doit pouvoir être protégé par l'objet qu'on engendre. C'est-à-dire que des objets technologiques, des décisions politiques ou autres, peuvent aujourd'hui altérer le bien-être, le bien-vivre collectif et même accentuer des vulnérabilités. Vulnérabilité d'humains, vulnérabilité de territoire. Ce qui veut dire qu'il faut réorienter, penser les risques émergents et surtout revenir à la notion d'inclusivité effective. Les territoires ont beaucoup à faire avec les villes, les métropoles. Et les métropoles ont beaucoup à attendre aussi des territoires qui, en matière d'énergie, portent des solutions et peuvent reprendre un certain pouvoir sur les métropoles parce qu'on ne peut plus rester simplement concentré sur la ville. Voilà, j'ai jeté quelques pistes. Dernière slide. Bien évidemment, n'oublions pas que loin des indicateurs, il y a l'âme d'un territoire. Et pour moi, là, vous êtes très nombreux, vous êtes tous impliqués, sinon vous ne seriez pas là. Et votre territoire, vous y tenez. Vous y tenez, je ne sais pas pour quelle raison. Et votre territoire, c'est peut-être juste votre village ou la rue dans laquelle vous habitez, que vous avez connu depuis que vous êtes tout petit. C'est ce lieu auquel vous êtes rattaché, à partir duquel vous avez construit votre histoire familiale, ou alors vous êtes venu d'ailleurs et vous vous êtes marié, vous vous êtes donc localisé ici. Qu'est-ce qui fait l'âme d'un territoire? Qu'est-ce qui fait cette dynamique de l'attachement? Qu'est-ce qui fait qu'on a une appropriation sensible d'un lieu? Même si, parfois, moi j'arrive du Sud, je trouve qu'il fait froid ici, vous trouvez qu'il y fait bon vivre. Ce qui veut dire que quelque part, il y a autre chose que de la géographie ou de l'échelle, comme on pourrait le dire. Il y a de l'histoire. Et en fait, ce que je voudrais vous dire, pour pouvoir lancer les 2 tables rondes sur les énergies, revenons à une échelle humaine pour repenser nos futurs désirables. Merci à vous. Merci beaucoup Laurence Vanin.